La WWE a-t-elle battu la WCW dans cette guerre? Ou est-ce que c'est la WCW qui s'est anéantie toute seule? Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau top 5, un top 5 que j'avais envie de faire depuis très longtemps, puisqu'on va parler aujourd'hui des Monday Night Wars. Les Monday Night Wars, c'est quoi? C'est la WWE et une autre fédération, la WCW, qui s'affrontent le lundi soir pour les audiences. Et maintenant c'est le rituel, comme pour chaque top 5 des choses à savoir, je vous dresse d'abord un petit historique avant de vous parler des 5 points plus en profondeur. Le 21 novembre 1998, le magnat de la télévision Ted Turner rachète la Jim Crockett Promotion pour faire de la WCW une promotion compétitive avec un style plus athlétique sur le ring. Après un bon début, le produit créatif de la compagnie se dégrade lourdement en 92 et 93 sous la présidence de Jim Herd et ensuite de Bill Watts. De son côté, Vince McMahon souhaite lancer un nouveau produit hebdomadaire en direct à la télévision. Monday Night Raw arrive donc sur USA Network en janvier 1993. La WWE souhaite à l'époque que Raw soit un show captivant qui puisse favoriser l'avancée des rivalités et des storylines entre chaque pay-per-view. La même année, la WCW nomme Eric Bischoff, l'ancien commentateur de la AWA, au poste de vice-président exécutif. Ces 2 premières années à la WCW sont compliquées, mais Eric Bischoff impressionne Ted Turner de par sa volonté à faire fonctionner la WCW coûte que coûte. En 1994, il va même déclarer une guerre ouverte à la WWE de Vince McMahon dans les médias et recruter agressivement ses anciennes grosses stars comme Hulk Hogan et Randy Savage. En 1995, Ted Turner et Eric Bischoff lancent le show Nitro en face de Raw le lundi soir afin de les concurrencer sur le plan des audiences. Et je reviens également sur ce point plus en détail dans la vidéo. Les Monday Night Wars débutent réellement le jour du Memorial Day en 1996 quand Scott Hall, qui catchait à la WWE en tant que Razor Ramon, interrompt un match à Nitro. Il laisse entendre qu'il vient de la WWE avec son partenaire Kevin Nash pour prendre le contrôle de la WCW. Ensuite, lors du pay-per-view Bash at the Beach 96, Hall et Nash doivent combattre avec un partenaire mystère, l'équipe des Faces composée de Lex Luger, Randy Savage et Sting. Et au terme du match, Hulk Hogan s'avance au ring et à la surprise générale tourne heel pour rejoindre Hall et Nash. Ensemble, ils forment la NWO. L'effet est immédiat et la popularité de la WCW bondit en flèche grâce à l'arrivée au premier plan de ce groupe charismatique. À ce moment-là de l'histoire, la WCW passe clairement devant la WWE au niveau des audiences télé. Et bien que cruellement en manque de créativité depuis 1995, la WWE commence dès 1996 à réagir en modifiant petit à petit sa philosophie. Puis la compagnie bascule dans l'attitude era en modifiant drastiquement son fonctionnement. La guerre fait rage entre les deux structures qui débordent de créativité pour devenir le leader du marché du catch. Après 84 semaines en tête des audiences, la WWE s'essouffle et la WWE repasse devant, grâce notamment à la rivalité légendaire entre Stone Cold Steve Austin et son patron Vince McMahon. Et à la fin des années 90, quelques mauvais choix vont précipiter la WCW vers la fin, pendant que son concurrent la WWE propose des histoires et du catch alléchant. En janvier 2001, la WCW est au bord de l'effondrement et Vince McMahon rachète la compagnie, mettant ainsi fin aux Monday Night Wars. Après cet historique un peu conséquent, il est temps de se pencher sur le premier point de cette vidéo. La WCW a permis à la WWE de s'améliorer. Vous le savez si vous avez regardé la playlist des meilleurs matchs de l'histoire, au milieu des années 90, la WWE n'était pas au mieux. Coincée entre une absence de superstars, une baisse globale de la qualité de son produit, des gimmicks frisant le ridicule pour la plupart, et un procès pour usage de stéroïdes, tout n'était pas rose pour Vince McMahon. Et c'est là que la WCW a joué un rôle important. En 1995, lorsque Ted Turner, le propriétaire de la WCW, reçoit dans son bureau Eric Bischoff, alors fraîchement promu dirigeant de la société, il est probable qu'aucun des deux ne se doutait alors qu'ils étaient sur le point de secouer le monde du catch comme jamais auparavant. Ted Turner offre à Eric Bischoff ce jour-là un créneau de 2 heures, toutes les semaines sur la chaîne TNT. Tout est acté, la WCW place son show hebdomadaire Monday Nitro, le lundi soir, en face de celui de la WWE Monday Night Raw. Et le plus surprenant, c'est que le produit WCW plaît tout de suite en obtenant de très bons scores d'audience. Et puis, le premier épisode de Nitro est impressionnant avec des matchs de qualité dès les premières minutes et la construction d'une énorme storyline entre le champion Hulk Hogan et Lex Luger fraîchement arrivé du côté de la WCW. Et à ce propos, je reviendrai sur le cas de Lex Luger dans un autre point. Toujours est-il que la WWE a dû s'adapter face à une concurrence si féroce et revoir ses plans sur le long terme.
Comme évoqué dans l'intro, elle a pris un tournant dans sa philosophie en basculant dans l'Attitude Era dès 1997. L'idée était de retrouver un public composé de jeunes adultes et d'adolescents qui s'étaient progressivement lassés de la WWE. Et puis, la WCW, par son style rock'n'roll, plaisait à beaucoup de ces jeunes qu'on appelait alors la génération MTV. Et l'Attitude Era est clairement une réussite puisque la WWE retrouve rapidement une dynamique positive. Dos au mur à ce moment-là de son histoire, la WWE a su réagir et se remettre en question, et ça grâce à la concurrence proposée par la WCW. Effectivement, les deux entreprises ne s'aimaient pas du tout et les Monday Night Wars n'ont jamais aussi bien porté leur nom. C'est un fait, il y avait une véritable animosité entre les deux compagnies, une vraie rivalité. Et qui dit tension dit forcément coup bas et trahison. D'abord les trahisons. Durant l'émergence de la WCW, de nombreux catcheurs ont changé de camp et parfois de manière assez brutale. Par contre, contrairement à ce que beaucoup pensent, Hulk Hogan est arrivé à la WCW tout à fait naturellement en 1994, avant le début des Monday Night Wars. Il s'était mis d'accord avec Vince McMahon pour un départ de la WWE en 1993 et il n'y avait aucun conflit de ce côté-là. L'histoire est un petit peu différente avec Randy Savage, où des premières tensions ont commencé à arriver. Mais Vince McMahon a dû perdre des nuits de sommeil à cause d'autres catcheurs qui l'ont vraiment trahi. Initialement catcheur de la WCW et de ses territoires, Lex Luger quitte la promotion d'Atlanta en 1992 pour signer avec la WWE. Il y fait ses débuts en 1993 et Vince McMahon voit en lui le successeur du vieillissant Hulk Hogan. L'idée de base était véritablement de faire de Luger la nouvelle star de la compagnie. Au cours de l'été 1995, son ami Sting et Eric Bischoff le persuadent de revenir à la WCW. Son contrat expirant dans l'été, Lex Luger était libre d'aller où il voulait. Il fait son retour à la WCW le 4 septembre 1995 pour le premier épisode de Monday Nitro. Et ce, alors que la veille, il catchait dans un show de la WWE. Vince McMahon est alors furieux, il avait un accord moral avec Luger qui lui avait promis de re-signer à la WWE avec une poignée de main. Et là, il voit son catcheur chez la concurrence en direct à la télévision. Un autre cas de figure a particulièrement accéléré les tensions entre les deux compagnies. Alundra Blaze, autrement appelée Madusa, catchait pour la WWE entre 93 et 95. Elle a été libérée de son contrat en étant toujours la championne féminine. Elle apparaît lors d'un épisode de Nitro le 18 décembre 95 où elle jette le titre féminin de la WWE directement à la poubelle devant des millions de téléspectateurs. Et déjà affecté par le cas Luger, Vince McMahon va développer une sorte de paranoïa vis-à-vis de la gestion de ses catcheurs, ce qui aura pour conséquence l'incident malheureux du Montreal Screwjob. D'autres allées et venues entre les deux compagnies vont avoir lieu dans les mois suivants avec les cas de Rick Rude et de X-Pac par exemple. Les Monday Night Wars, c'était du catch de qualité, mais aussi une ribambelle de coups bas entre les deux structures. Par exemple, la WWE qui envoie DX investir l'endroit où se produit Nitro. Mais au final, c'est surtout la WCW qui va concentrer sa stratégie sur le shoot en direct, sur les pics adressés à la WWE. Et ça, j'y reviendrai un peu plus en détail dans le quatrième point de cette vidéo. Et les Monday Night Wars, c'est aussi une multitude de stars, de méga stars, qui captivaient les foules à l'époque. Le 6 juillet 96, le monde du catch a connu peut-être ce qui représente le plus gros tremblement de terre de son histoire. En effet, le légendaire héros de la foule Hulk Hogan tourne heel et s'allie avec les Outsiders, Kevin Nash et Scott Hall, pour former le trio légendaire du New World Order. L'effet NWO sur les Monday Night Wars et sur le catch dans son ensemble est indéniable. La popularité de ce groupe a vu la WCW littéralement s'envoler dans la stratosphère, battant constamment son concurrent dans la course aux audiences. Pendant plus de 2 ans, la NWO a été le phénomène le plus passionnant dans le monde du catch. L'aspect à la fois cool mais impitoyable de ce clan a provoqué un grand changement dans le paysage du catch et cela a également permis de mettre d'autres stars, plutôt face, en avant comme Sting ou Bill Goldberg. La popularité du groupe a décliné après 1998, mais même à ce moment-là, quand le thème de la NWO résonnait dans les arènes, les spectateurs savaient qu'il se passerait quelque chose. Et au final, l'apogée de la NWO a été la pièce maîtresse de cette WCW si concurrente dans la rivalité face à la WWE. Aujourd'hui, Bill Goldberg est connu comme étant un catcheur assez âgé, mais en grande forme, participant de temps en temps à un show WWE. Mais il est important de retenir que Goldberg a été l'un des piliers de la WCW durant les Monday Night Wars. Après une carrière dans le football américain, Goldberg débarque à la WCW avec un physique hors norme et commence à terrasser 1 à 1 ses adversaires. Ce qu'on appelait alors la streak va continuer pendant 1 an et demi, Goldberg totalisant 173 victoires consécutives. Et parmi ces victoires, l'une d'elles absolument retentissante, face à Hulk Hogan en 98 pour le titre de la WCW devant son public à Atlanta. Le Georgia Dome acclamant ce soir-là, lors d'un épisode de Nitro, le double champion des États-Unis et de la promotion,
un véritable héros pour les fans. La série de victoires de Bill Goldberg a été l'un des plus gros atouts de la WCW. Malheureusement, suite à sa première défaite contre Kevin Nash à Starrcade 98 et au Finger Poke of Doom, Goldberg va perdre de l'intérêt aux yeux du public et ses dernières années à la WCW ne seront pas incroyables. Si l'on parle des légendes de la WCW, alors il convient de mentionner Sting. Véritable icône à la WCW, le Stinger a été pendant de nombreuses années l'une des plus grosses têtes d'affiche de la compagnie. Pendant toute sa carrière de catcheur, Sting représentait le superface, le héros de la foule. C'était déjà le cas à la fin des années 80 quand Sting affrontait des ténors de la NWA. Puis il amorce en 97 un changement de gimmick bluffant en devenant The Crow, un personnage sombre et mystérieux souhaitant la justice à la WCW. Et bien entendu, souhaiter la justice dans une promotion où il y a la NWO, ça peut paraître compliqué. Pendant presque un an, Sting ne catche pas du tout et se contente d'apparitions furtives lors des épisodes de Nitro. Tout ça au final pour alimenter une rivalité parfaitement construite contre Hulk Hogan, le leader de la NWO. Mais malheureusement, leur grande confrontation prévue à Starrcade 1997 n'a pas tenu toutes ses promesses. Après avoir participé au tout dernier match de la WCW en 2001 contre Ric Flair, Sting ira catcher du côté de la TNA. Pendant de nombreuses années, il restera la seule superstar de la WCW à n'avoir jamais signé à la WWE. Et ce jusqu'en 2014 où il catchera pour Vince McMahon pendant quelques mois jusqu'à ce qu'il se blesse gravement au niveau du cou. Et du côté de la WWE, cette période a permis à plusieurs talents de véritablement exploser aux yeux du monde. Créé pour être la réponse directe du trio NWO, le clan DX voit le jour en 1997. Le groupe, composé à la base de Triple H, Shawn Michaels et Chyna, se veut à l'époque, comme son nom l'indique, totalement dégénéré. DX a incarné presque tous les aspects de l'époque de l'attitude. De la controverse, un langage limite, des scènes obscènes, le groupe se voulait rebelle et proposait aux spectateurs une vision fun du catch. Et ils allaient peut-être même un peu trop loin, puisqu'en 97, la chaîne qui diffusait Monday Night Raw demande des explications à Vince McMahon à propos d'un segment particulièrement dérangeant. Vince demande alors à DX de faire une déclaration d'excuses kayfabe. Et le groupe se sert de cette opportunité pour créer un segment absolument hilarant qui convainc les dirigeants de la chaîne de l'aspect comique et surtout divertissant de DX. Vince McMahon peut souffler et DX continuera à semer le chaos même après 98 quand le leader du groupe, Shawn Michaels, se retire du monde du catch pendant 4 ans. Il faut être clair sur un point, Stone Cold Steve Austin était sans doute le catcheur le plus important des Monday Night Wars. On ne présente plus le Texan. Véritable légende des rings, pour beaucoup c'est sa rivalité explosive avec le propriétaire de la société Vince McMahon qui a contribué à la réussite de l'Attitude Era. Cette bataille a connu un succès retentissant et a permis à la WWE de redresser la barre et de repasser devant la WCW en termes d'audience télé. En effet, les téléspectateurs étaient ravis de voir Austin, un catcheur qui buvait de la bière à outrance et qui frappait, voire humiliait son patron. Mais même en mettant de côté cette storyline épique, Austin était tout simplement l'un des personnages les plus géniaux de tous les temps. Audacieux, sans excuses et souvent mal poli envers tous ceux qu'il rencontrait, il était bien plus populaire que les nouvelles stars de la WWE. Qu'il agisse en tant que heel vicieux ou en face adoré par la foule, The Rock a également été l'une des pierres angulaires du côté de la WWE. Véritable showman sur le ring et lors des promos, celui que l'on connaît maintenant sous son vrai nom, Dwayne Johnson, a toujours su maintenir une foule de fans impliqués dans un show. Doté d'un talent au micro indéniable et d'une rigueur professionnelle admirable, The Rock a participé à certains des moments les plus classiques de l'Attitude Era. Avec des confrontations épiques contre Stone Cold Steve Austin, une alliance délirante avec Mick Foley, ou encore sa longue bataille contre la corporation de Vince McMahon, il est indéniable que The Rock a marqué l'histoire du catch. On arrive donc au quatrième point de cette vidéo, et la question essentielle posée lors de cette intro, est-ce que la WWE a terrassé la WCW, ou est-ce que la WCW s'est anéantie par elle-même? Eh bien, si l'on est un simple spectateur de catch, et que l'on aime se divertir sans penser à toutes les mécaniques du business, on peut croire la WWE sur parole quand elle se vante d'avoir fait couler la WCW. Après tout, le documentaire The Rise and Fall of WCW essaie de nous faire comprendre ce point de vue. Sauf que la réalité des choses est bien plus complexe que ça. En effet, ce fameux documentaire produit par la WWE sur la WCW est assez critiqué parce que comparé au documentaire sur la ECW, beaucoup d'éléments n'ont cette fois-ci pas été pris en compte par la WWE. Beaucoup d'experts estiment et affirment que la WCW s'est tiré une balle dans le pied, et ce, à plusieurs moments de son histoire. Que ce soit la débâcle de Starrcade 1997, le segment honteux du Finger Poke of Doom ou la fin de streak de Goldberg, nombreuses sont les occasions où la WCW a raté le coche en effectuant de mauvais choix.
Il y a aussi le fait d'avoir donné trop de pouvoir à certaines stars, notamment Hulk Hogan et sa clause contractuelle de contrôle créatif qui lui permettait de modifier tous les choix de l'équipe créative. Il a souvent abusé de cette clause pour se mettre en avant aux dépens d'autres talents. La WCW est également passée à côté de beaucoup de stars potentielles, et notamment les jeunes talents de l'époque comme Chris Jericho, Eddie Guerrero ou encore Chris Benoit, qui sont partis très vite à la WWE avant la fin des Monday Night Wars. Et que dire de l'arrivée de Bret Hart à la WCW en 97, là où une grande partie de l'opinion publique pensait que cela allait signer le glas de la WWE, l'utilisation de Bret Hart a souvent été jugée comme scandaleuse durant son passage à la WCW. Et puis comme on l'a vu dans le deuxième point, la WCW s'était faite experte dans le dénigrement et les moqueries sur son rival. Et on a vu qu'elle avait payé cher certaines actions, notamment celle de spoiler les résultats d'un épisode de Raw, étant donné qu'une immense partie des téléspectateurs de Nitro avaient changé de chaîne à ce moment-là pour aller voir Monday Night Raw. Enfin, la WCW dépensait beaucoup trop d'argent pour rien. À l'époque, elle voulait avoir tous les meilleurs talents sous contrat, quitte à payer des catcheurs même s'ils ne participaient à aucun show. Tout ça dans le seul but qu'ils ne rejoignent pas l'écurie de Vince McMahon. Alors bien sûr que la WWE a su relever le défi et améliorer son contenu en temps voulu, mais la compétition aurait pu être encore plus longue et plus acharnée avec quelques choix différents de la WCW. En mars 2001, la WWE a officiellement vaincu son rival, et avec la fermeture la même année de la ECW, la compagnie de Vince McMahon est dorénavant seule leader dans le domaine du catch. Alors bien sûr, cela représentait un véritable atout pour la compagnie, puisqu'avec ses nombreux catcheurs sous contrat, la fédération pouvait proposer de nombreuses affiches inédites et des rivalités absolument épiques. Mais qui dit monopole dit aussi liberté d'action pour n'importe quel type d'entreprise. Et aux yeux de beaucoup, la fin des Monday Night Wars coïncide avec une baisse d'intérêt pour le catch en général. En effet, beaucoup de fans de la WCW n'ont pas suivi le mouvement et ne regardaient pas les programmes de la WWE. La plupart se tournant vers le catch indépendant, ou alors d'autres alternatives comme la Ring of Honor ou la TNA, promotions créées successivement en 2002 et en 2003. L'attitude era représentait aux yeux de beaucoup finalement l'apogée de la WWE. Et malgré une transition plus que correcte avec l'ère Ruthless Aggression, la promotion de Vince McMahon n'a fait que perdre des téléspectateurs au fil des ans, et notamment pendant la période PG era. D'ailleurs, si vous voulez en découvrir un peu plus sur ces ères dans le catch, je vous conseille la mini-série de vidéos consacrée aux meilleurs matchs de l'histoire à la WWE, où chaque vidéo traite d'une ère bien précise. Malgré cette perte d'intérêt, la WWE a capitalisé sur ce monopole pour agrandir son empire avec des décisions stratégiques importantes, comme son expansion mondiale, l'arrivée du network, ou encore des partenariats très lucratifs. Et qui sait, peut-être que maintenant, fin 2019, la WWE va à nouveau devoir se remettre en question, puisqu'une nouvelle concurrence émerge avec l'arrivée de All Elite Wrestling. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, beaucoup de contenu, j'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo par commentaire, dites-moi ce que vous pensez des Monday Night Wars, n'hésitez pas. De mon côté, je vais vous laisser avec une simple question, donc n'hésitez pas à y répondre par commentaire. A votre avis, qu'est-ce qui se serait passé si la WCW avait gagné les Monday Night Wars? Pour ceux qui vont se prendre au jeu, n'hésitez pas à me faire des petits scénarios, je regarderai ça avec attention. Quant à moi, je vous retrouve assez vite pour un autre top 5 qui sera lui aussi un petit peu en raccord avec l'actualité. C'était Dr Wrestling, n'oubliez pas de venir me voir sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.